Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. 1872. Londres. Phileas Fogg, gentleman anglais à l'emploi du temps minutieusement chronométré et immuable, a parié avec ses compagnons de jeu qu'il ferait le tour du monde en 80 jours. Dès la fin de la partie de whist, Phileas Fogg rentre chez lui, retrouver son nouveau domestique, Passepartout, pour faire ses préparatifs de départ. Chapitre 4, dans lequel Phileas Fogg stupéfie Passepartout, son domestique. À 7h25, Phileas Fogg, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, prit congé de ses honorables collègues et quitta le Reform Club. À 7h50, il ouvrait la porte de sa maison et rentrait chez lui. Passepartout, qui avait consciencieusement étudié son programme, fut assez surpris en voyant M. Fogg, coupable d'inexactitude, apparaître à cette heure insolite. Suivant la notice, le locataire de Savile Row ne devait rentrer qu'à minuit précis. Phileas Fogg était tout d'abord monté à sa chambre, puis il appela « Passepartout ». Passepartout ne répondit pas. Cet appel ne pouvait s'adresser à lui. Ce n'était pas l'heure. « Passepartout !» reprit M. Fogg, sans élever la voix davantage. Passepartout se montra. « C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit M. Fogg. »« Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main. »« Je le sais, répondit Phileas Fogg, et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. » Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. « Monsieur se déplace ?» demanda-t-il. « Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. » Passepartout, l'œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevés, les bras détendus, le corps affaissé, présentait alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur. « Le tour du monde, murmura-t-il. »« En 80 jours, répondit M. Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. »« Mais les malles, dit Passepartout qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. « Pas de malles, un sac de nuit, simplement. Dedans, 2 chemises de laine, 3 paires de bas. Autant pour vous. Nous achèterons en route. Vous descendrez mon macintosh et ma couverture de voyage. Ayez de bonnes chaussures. D'ailleurs, nous marcherons peu ou pas. Allez. » Passepartout avait voulu répondre. Il ne put. Il quitta la chambre de M. Fogg, monta dans la sienne, tomba sur une chaise et, employant une phrase assez vulgaire de son pays, « Eh bien, se dit-il, elle est forte celle-là, moi qui voulais rester tranquille. » Et machinalement, il fit ses préparatifs de départ. Le tour du monde en 80 jours. Avait-il affaire à un fou? Non, c'était une plaisanterie. On allait à Douvres. Bien. À Calais. Soit. Après tout, cela ne pouvait notablement contrarier le brave garçon qui, depuis 5 ans, n'avait pas foulé le sol de la patrie. Peut-être même irait-on jusqu'à Paris, et ma foi, il reverrait avec plaisir la grande capitale. Mais, certainement, un gentleman aussi ménager de ses pas s'arrêterait là. Oui, sans doute. Mais il n'en était pas moins vrai qu'il partait, qu'il se déplaçait, ce gentleman si casanier jusqu'alors. À 8 heures, Passepartout avait préparé le modeste sac que contenait sa garde-robe et celle de son maître. Et puis, l'esprit encore troublé, il quitta sa chambre, dont il ferma soigneusement la porte, et il rejoignit M. Fogg. M. Fogg était prêt. Il portait sous son bras le Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide, qui devait lui fournir toutes les indications nécessaires à son voyage. Il prit le sac des mains de Passepartout,
l'ouvrit et y glissa une forte liasse de ces belles banknotes qui ont cours dans tous les pays. « Vous n'avez rien oublié ?» demanda-t-il. « Rien, monsieur. Mon Macintosh et ma couverture, les voici. Prenez bien ce sac. » Monsieur Fogg remit le sac à Passepartout. « Et ayez-en soin, ajouta-t-il, il y a 20 000 livres dedans, 500 000 francs or. » Le sac faillit s'échapper des mains de Passepartout, comme si les 20 000 livres eussent été en or et pesé considérablement. Le maître et le domestique descendirent alors, et la porte de la rue fut fermée à double tour. Une station de voitures se trouvait à l'extrémité de Savile Row. Phileas Fogg et son domestique montèrent dans un cab qui se dirigea rapidement vers la gare de Charing Cross, à laquelle aboutit un des embranchements du South Eastern Railway. À 8h20, le cab s'arrêta devant la grille de la gare. Passepartout sauta à terre. Son maître le suivit et paya le cocher. En ce moment, une pauvre mendiante, tenant un enfant à la main, pieds nus dans la boue, coiffée d'un chapeau dépenaillé auquel pendait une plume lamentable, un châle en loques sur ses haillons, s'approcha de M. Fogg et lui demanda l'aumône. M. Fogg tira de sa poche les 20 guinées qu'il venait de gagner au whist, et, les présentant à la mendiante, « Tenez, ma brave femme, dit-il, je suis content de vous avoir rencontré. » Puis il passa. Passepartout eut comme une sensation d'humidité autour de la prunelle. Son maître avait fait un pas dans son cœur. M. Fogg et lui entrèrent aussitôt dans la grande salle de la gare. Là, Phileas Fogg donna à Passepartout l'ordre de prendre 2 billets de première classe pour Paris. Puis, se retournant, il aperçut ses 5 collègues du Reform Club. « Messieurs, dit-il, je pars, et les divers visas apposés sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront, au retour, de contrôler mon itinéraire. »« Oh, monsieur Fogg, répondit poliment Gauthier Ralph, c'est inutile. Nous nous en rapporterons à votre honneur de gentleman. »« Cela vaut mieux ainsi, dit monsieur Fogg. »« Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu, fit observer Andrew Stuart. »« Dans les 80 jours, répondit M. Fogg, le 21 décembre 1872 à 8h45 du soir. Au revoir, messieurs. » À 8h40, Phileas Fogg et son domestique prirent place dans le même compartiment. À 8h45, un coup de sifflet retentit et le train se mit en marche. La nuit était noire. Il tombait une pluie fine. Phileas Fogg, accoté dans son coin, ne parlait pas. Passepartout, encore abasourdi, prenait machinalement contre lui le sac aux banknotes. Mais le train n'avait pas dépassé Sydenham que Passepartout poussait un véritable cri de désespoir. « Qu'avez-vous » demanda M. Fogg. « Il y a que, dans ma précipitation, mon trouble, j'ai oublié... »« Quoi ?»« D'éteindre le bec de gaz de ma chambre. »« Eh bien, mon garçon, répondit froidement M. Fogg, il brûle à votre compte. »